bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats, l'émission qui donne la parole aux auteurs francophones. Alors l'invitée que je reçois aujourd'hui est camerounaise, parolière, scénariste, humoriste. Elle a plein de cordes à son arc, elle est aussi écrivaine et c'est son premier recueil de nouvelles que l'auteur souhaite nous présenter à Télé-Sud. D'Augustine, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah, super. Merci en tout cas d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci Vraiment. beaucoup. Nous allons parler de votre ouvrage. Alors, c'est votre premier ouvrage, premier livre Que je montre. que vous montrez. Alors, ça s'intitule « 9 histoires lumineuses où le bien et le mal ». Vous allez voir ça, c'est édité chez Présence africaine. Et tout de suite, le premier chapitre de l'émission, au fil des pages. D'Augustine, pour votre premier ouvrage, donc c'est un recueil de nouvelles. Je sais que vous avez écrit auparavant, mais vous n'aimez pas montrer, par pudeur, donc vos écrits. Alors, est-ce que cela vous a paru plus difficile d'écrire des nouvelles, plus contraignant, ou alors ça a été aisé, limpide, facile? C'est toujours facile, en fait, Ouais. d'écrire, sauf si j'en ai pas envie. Oui. Et ça s'imposait. Il fallait. C'était comme la diarrhée qui doit sortir, quoi. Et elle est sortie. Sauf que voilà, c'est précieux, c'est de l'engrais et j'espère que ça sentira jusqu'à très très loin, pendant très longtemps. Alors, parlons de ces 9 histoires lumineuses. Alors, brièvement, pourquoi le chiffre 9? Franchement, j'aurais continué jusqu'à 99 s'il le fallait, mais j'ai demandé... Est-ce qu'il y a un chiffre sacré en Afrique? On m'a dit 9. Tout le monde m'a répondu 9. Alors, j'ai été frustrée parce que je ne sais pas beaucoup. Mais je me suis arrêtée à 9 pour ça. Il fallait que ce soit africain et que ce soit symbolique, en fait. Oui. Dans votre première nouvelle, qui s'intitule Marie-Lise ou l'initiative, alors ce que j'aime beaucoup dans vos nouvelles, c'est qu'elles sont distinctes. C'est-à-dire on les reconnaît chacune l'une de l'autre, on connaît l'histoire, on s'en souvient. Donc là, vous abordez la prostitution des adolescentes. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire sur cette thématique, ce sujet? J'ai toujours été fascinée par les prostituées. Hein. Vraiment, depuis, j'ai appris à nager à l'hôtel Sawa à Douala et il y avait énormément de... Enfin, pour moi, c'était des sirènes, elles étaient magnifiques. Mais c'était toujours dans l'eau avec un blanc différent. Et je les trouvais drôles et battantes. Donc, j'ai écrit mon premier roman sur ce milieu-là, que je n'ai pas montré. Mais je travaille. Et Marie-Lise, en fait, c'est l'une des prostituées dans ce roman-là. Et je me suis interrogée, en fait, quel est son passé? Elle vient d'où? Et j'ai toujours été scandalisée par... pour moi, autant la prostitution des adultes, je ne la remets même pas en question. Ça dépend, quand c'est leur choix. Autant la prostitution infantile, quand elle est impunie comme celle que je vois dans les grands hôtels de Douala et de Yaoundé, ça me scandalise et j'espère que ça scandalisera d'autres, en fait. Ouais. Que j'invente rien, quoi. Parce que dans cette nouvelle aussi, ce qui est dramatique, c'est qu'elle fait confiance. Elle a besoin de fuir ses parents, mais elle fait confiance donc à Ibrahima, mais aussi au prêtre. Parce qu'Ibrahima dit oui, attends dans la chambre du prêtre, tu vas voir, c'est lui qui décide de t'emmener à Douala. Voilà, il n'y a que lui qui décide. Et en fin de compte, c'est un gros cochon. Marie-Lise prend des initiatives. C'est ce que j'aime chez elle et c'est ce que c'est là où le bien et le mal, c'est que... Elle est née dans un village où elle n'a aucun avenir et où elle est une fille, et où elle doit s'occuper de toute la maisonnée. Elle va caler là, en fait. Et elle prend des initiatives pour bouger de là. Donc, quand elle voit pour la première fois, c'est dans les années 70, dans un village au Cameroun, un village Babimbi, que j'ai renommé Ndjohoge. C'est ça. Qui veut dire la souffrance, en Bassa. Quand elle voit une voiture arriver là, c'est très rare. À cette époque-là, mon père me décrit que lui, à l'époque, il voulait être soit chauffeur, soit prêtre, parce que c'est eux qui... ils sont bien nourris et ils sont acclamés à chaque fois qu'on les voit arriver. Et du coup, je voulais illustrer vraiment la figure du prêtre et du chauffeur
Les voitures sont rares, donc les enfants vont accourir derrière et ces voitures rapportent des provisions de la ville qui sont moins saines d'ailleurs que celles du village, mais qui sont raffinées, industrielles, etc. Et qui attirent plus, du coup. Ma grand-mère demande toujours de l'huile raffinée alors que l'huile rouge du village est bien meilleure. Ouais. Mais parce que, voilà, elle est fière de montrer son huile dans la bouteille. Oui. Voilà. Et il se trouve que Marie-Lise... elle va se retrouver dans cette situation de prostitution infantile parce que c'est pas de son fait. Elle se donne toujours, elle prend toujours la bonne décision pour sa vie, pour avancer. Elle aurait pu rester ne rien faire. Elle est tombée sur la personne la plus sainte qui soit, oui. À qui on a donné le bénéfice voilà, oui. de la sainteté, en fait. Oui. Et c'est un prêtre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai présenté cette nouvelle pour la première fois à un cours d'écriture scénaristique à Pictanovo, à Lille, enfin à Tourcoing. Et dans mon groupe, pendant la formation sur l'écriture de courts-métrages, il fallait que je transforme cette nouvelle en scénario. Oui. Donc, en la réécrivant, on entend et qu'on voit exactement, comme un scénario, oui. Quoi. Mais donc, du coup, tout le monde devait lire les écrits de tout le monde. Oui. Mais tout le monde voyait que le prêtre était blanc. Je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Oui, moi aussi. Je n'ai pas donné ce détail-là, mais j'étais assez interloquée mais tous ces blancs qui sont dans mon cours ont perçu que le prêtre est blanc. Oui. Peut-être parce qu'il apportait des vivres et on avait l'impression... Oui, je ne sais pas. Oui. Et du coup, j'ai dû demander à mon père si les prêtres, dans cette époque-là, étaient blancs. Et je ne sais plus ce qu'il m'a répondu, mais soit les pasteurs, soit les prêtres étaient blancs, mais ça dépendait de protestants ou catholiques, en fait. Catholiques, oui. Je ne sais plus lequel était quoi, mais en tout cas, je n'ai toujours pas donné de détails. C'est étonnant. Une autre nouvelle, alors là, vous abordez le thème de l'enfant soldat. Je suppose qu'au Cameroun, on connaît très bien cette situation, les enfants soldats. Ça s'appelle Innocent, l'humanité, et c'est vrai qu'il a perdu toute humanité. Oui. Qu'est-ce qui vous touche? Vous avez dans votre entourage, vous avez connu, justement, rencontré ces enfants soldats qui ont témoigné pour que vous puissiez écrire cette nouvelle? J'ai dû aller chercher des reportages de guerre. J'ai été vraiment très, très dépressive pendant l'écriture de ce truc-là, avant, parce qu'il fallait que ce soit... Il fallait que ça me choque assez, parce que je me disais, mais c'est dingue comment on se plaint de... J'étais pas bien dans mon état mental. Et je me disais, mais il y a des gens qui ont pire. Et c'est ça ça empirait en fait mon état parce que j'étais vraiment choquée par la misère du monde. Et elle m'empêchait de vivre, quoi. Et je me suis dit, mais il y a des gens qui dépriment parce qu'ils ont raté le permis pour la 8e fois. Pendant ce temps, des pays sont en guerre, des enfants sont enlevés de leur famille. C'est qu'on n'arrive pas à relativiser. Voilà, et il fallait alors que j'aille les voir, ces enfants-là. Et plutôt que... Il y a des gens de mon âge, de mon rang, de mon milieu, qui prennent leur billet d'avion pour y aller, mais pas moi. Je suis restée derrière l'ordinateur pour regarder tout ce que les journalistes qui ont pris le risque d'aller filmer ont filmé. Et c'était très, très, très déprimant. Et comme dans l'humour, il faut aller chercher dans le plus noir de soi pour créer quelque chose de précieux, d'authentique. Donc, il fallait vraiment que ça me mette dans cet état-là pour que j'en parle avec la colère et le détachement que ça mérite. Il y a aussi Ibeji, ou le génie. Alors là, c'est un enfant qui est surdoué. À un moment, il parle allemand. Et je sais que vous êtes allé en Allemagne et que c'est votre langue, on va dire, favorite, que vous pratiquez énormément, couramment, quoi. Et là, on revient dans ces pratiques ancestrales, ces croyances mystiques. Là, on sent, c'est comme si vous disiez, c'est comme si vous pointiez du doigt ce côté dérisoire, quoi. Comme si, en Afrique, on n'a pas évolué de ce côté-là. Il faut laisser tomber peut-être ces traditions. Non, même pas. Hein. Vraiment, en fait, je considère vraiment ce livre comme un livre d'horreur, mais où l'horreur n'est pas le
la voiture qui tombe en panne en plein milieu de la forêt dans la nuit et croise la route d'un serial killer. Non, l'horreur, c'est vraiment l'horreur institutionnelle. C'est pas une personne qui est tombée au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est un système de personnes, des millions, voire des milliards de personnes qui, du fait d'être nées, juste nées, avec quelque chose qui ne dépend même pas d'elles, vont être tuées ou opprimées ou subir des violences systémiques. Et là, il se trouve que Ibidji est né dans un pays où on croit que... c'est un enfant sorcier. Voilà. Donc, et moi, je suis fascinée par les enfants de tout temps. Enfin, j'écris très, très aisément avec des enfants pour personnage principal. Et pourtant, je n'arrive pas à écrire des histoires pour enfants. Et c'est vrai que la plupart des personnages sont des enfants, c'est vrai, des adolescents, c'est ce que je chéris le plus, même si je ne veux pas avoir d'enfant, mais je chéris l'être enfant. Et je trouve c'est l'humain en devenir. Je trouve scandaleux et tout ce. Enfin, je vais utiliser le mot scandaleux autant de fois qu'il le faut parce que la vie est un scandale. Une belle chose et un scandale. Tout ce qu'on fait subir parce qu'on en a le pouvoir ou parce qu'on croit que c'est la meilleure chose pour eux. Là, Ibidji, il se trouve qu'il est comme ses autres enfants. Cette petite fille, comment elle s'appelait même? Elle était noire. Bref, il y a plein d'enfants comme ça qui ont... je crache partout, c'est la pluie, c'est normal. Il y a plein d'enfants qui sont... Qui peuvent apprendre une langue en une seule journée ou des instruments de musique. Juste pour l'avoir entendu et jouer pour la première fois, alors qu'ils n'ont jamais été en contact avec l'instrument. Il y a des enfants qui ont ces capacités-là, ils existent. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'ils sont perçus quand ils naissent dans un pays où on n'a pas compris qu'au fait, c'est tout à fait normal parce que... Voilà, et Ibidji, c'est un clin d'œil à un enfant de ma famille qui a été perçu par certaines personnes comme étant sorcier. Moi, il me fascinait, et plus il me fascinait, plus les gens disaient qu'il a un pouvoir sur moi, en fait. Moi, je le trouvais brillant, il est brillant, très... Voilà, il est sensationnel, mais non, le fait que je trouve sensationnel n'était pas rationnel, en fait, pour les gens. Pour les gens, c'était... Non. Il avait un pouvoir magique sur vous, il était... Et c'était une sorte de... c'est lui qui m'a inspiré, entre autres, cette histoire. Et le sort qu'on réserve, voilà quoi. Vous parlez aussi de la couleur de la peau. Il y a une enfant encore, Coucou, qui refuse d'être noire. Elle ne comprend pas, même sa maman lui offre une poupée noire. Non, une Barbie, c'est ça. Elle la jette, elle n'en veut pas. C'est une blonde encore, elle tolère la Barbie métisse, mais elle, c'est la poupée blanche qu'il lui faut. Oui. Coco, ça a été écrit à partir d'un scénario. Je devais le tourner même avant de l'écrire en nouvelle. Et ça parle de l'intériorisation de la négrophobie par les Noirs eux-mêmes, en fait. Et c'est mon cas. C'est la seule histoire qui, plus ou moins, à part... c'est la seule histoire où je peux m'identifier dans le personnage parce que quand j'étais petite... on avait ce jeu-là qui est dans l'histoire, noir, blanche, guinguerou, métis. Guinguerou veut dire albinos, entre guillemets, raté, très, très péjoratif. Voilà, on compte le nombre de tresses. Plutôt que 1, 2, 3, 4, on dit noir, blanche, guinguerou, métis. Et si on a gagné, on a gagné quand on est blanche ou métis. On a perdu le jeu quand on est noir ou albinos. Et Coucou est noire, mais elle n'est pas noire comme moi, elle est encore plus foncée que moi. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle le colorisme. Plus on se rapproche de la norme qui est blanche, mieux c'est en étant noire. Pareil pour la texture du cheveu, plus elle est molle, mieux c'est. Et Coucou, alors elle est noire, elle est en 4C, et ça va pas, quoi. Et ça la déprime alors qu'elle est au Cameroun.
l'expression qui est sur le bouquin marre d'être marron, couleur caca, enfin, c'est une expression du fils d'une amie ici en France. Je peux comprendre qu'en France, voilà, tu es noir dans un pays, dans une salle de classe où il y a beaucoup de blancs, donc, et tu vas entendre, on va se moquer de couleur caca, mais quand tu es noir dans une classe où vous n'êtes que des noirs, la seule personne qui n'a pas l'air noire, c'est la fille albinos de la classe. Et même là, c'est là-bas que le jeu existe. C'est pas ici qu'on a créé ce jeu-là. Et c'est là-bas qu'elle a perdu, c'est là-bas que les règles ont été définies, mais elles ont été intériorisées, et même dans les petits gestes de la maman. Quand j'ai eu le papier français, ma maman m'a appelée ma petite française. Elle m'a jamais appelée ma camerounaise. Hein. Donc juste ces détails-là, quand la maman touche les cheveux de coucou en disant tu es belle comme une américaine, ce sont des détails où on ne se rend pas compte qu'on est en train de donner le message à l'enfant que il y a une sorte de... il vaut mieux être une américaine qu'une camerounaise. Il vaut mieux être une française qu'une camerounaise. Quand on dit tu te comportes comme un Camerounais, c'est plus une insulte, quoi, comme un noir. Et je voulais montrer ça, tous ces codes-là. Mais la fin de la nouvelle est différente dans le film. Je l'ai remarqué là en le lisant, mais je me demande pourquoi j'ai fait deux fins différentes. Mais dans le film, Coucou prend sa revanche. Elle n'a pas dit son dernier mot. Alors, il y a d'autres nouvelles d'Augustine, mais on me prévient qu'il faut avancer. Donc, la première partie de l'émission se termine. Je sais que vous parlez de l'infidélité, vous parlez aussi de la mort, et puis aussi de l'amour, et puis de la déception amoureuse. Donc, j'invite les téléspectateurs à découvrir les 9 histoires lumineuses, le bien et le mal. En tout cas, pour cette première partie d'émission, merci. On passe à Carte sur table. Alors, pour Carte sur table, là, on va plutôt découvrir l'univers de d'Augustine. Alors, comme je l'ai dit auparavant, vous êtes scénariste, parolière, humoriste. Vous avez vécu en Allemagne, au Japon aussi, et puis au Canada. Non, pas encore. Pas encore, mais bientôt, au printemps-été 2018, Toronto, représente. Attendez-moi. Même si c'est la surpopulation, j'arrive quand même. Et donc, en Allemagne, vous avez travaillé donc, dans le marketing, chef de projet, par exemple, chez L'Oréal, Citroën, Orange. Et sites de rencontres. Et les sites de rencontres, oui, Gliden. Voilà. Donc, je comprends pourquoi vous parlez d'infidélité dans votre nouvelle. Alors, parlez-moi de cela, quoi. Scénariste, parolière. Parolière, c'est plus pour la chanson, la musique. Donc, c'est des textes plus courts que scénariste. C'est pas le même univers. Et aussi, c'est sur commande. Parolière, je suis la parolière attitrée du duo Gwen et Tiana. Gwen et Tiana, Gwen un garçon, Tiana une fille cisgenre, je tiens à préciser. Et ils sont basés en Suisse pour l'instant. Et ils chantent de l'afro-jazz, du jazz et de la soul music avec des beats afro, produits par Femi Temowo. L'album va sortir au printemps 2018. J'ai écrit l'EP est déjà sorti en septembre 2016 et c'est moi qui ai écrit les chansons, pratiquement la quasi-totalité des chansons. Et qu'est-ce que vous abordez comme thème Par exemple, Love is the Answer, j'aborde la question de... emmène-moi quelque part où... Et tous les textes sont en français. Non, les Gwen et Tiana, c'est en anglais. En anglais. Gwen et Tiana, même ils ont une école de chant qui s'appelle Vocal Academy à Lausanne. Et ils ont des élèves qui ont besoin de textes aussi, de paroles. Et puisqu'ici, c'est en anglais aussi. J'ai une seule chanson de Gwen et Tiana que j'ai écrite en français parce que j'avais droit à une chanson en français. Et mine de rien, c'est pas évident Franchement, moi je me plaignais, mais pourquoi vous me faites écrire en anglais et en fait, non, c'est beaucoup plus simple en anglais. Plus simple en anglais. Et dites-moi, pour l'événement qui arrive fin novembre, je crois que c'est le 22-24, je sais pas. 24 novembre, 24 novembre, Umoja, c'est quoi? Festival de hip-hop femmes, je sais pas, femmes cis et transgenres, je ne sais plus. C'est à Marseille. Et je fais l'ouverture avec un sketch de stand-up sur le hip-hop, que je joue d'ailleurs ce jeudi 9 novembre au FGO Barbara et le 18 novembre à la journée culturelle des Afriques, organisée par le Festival des Rares Talents en région parisienne. En région parisienne. Et donc,
Umoja, là, donc vous êtes humoriste de stand-up. J'ai choisi l'humour pour dénoncer l'homophobie, le sexisme. D'ailleurs, l'homophobie, l'homosexualité, vous en parlez aussi dans votre nouvelle. Sans en parler d'ailleurs. Hein. Je place ça comme ça, là. Tu en fais ce que tu veux pas. Mais pourquoi ça vous touche? C'est important pour vous de dénoncer, de parler de cette cause, les LGBTI. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une vie. Ouais. Si j'avais d'autres, je parlais d'autres choses. Mais là, pour l'instant, je n'ai qu'une vie et j'ai choisi ça. J'ai vraiment choisi tout. Le maître mot, c'est vraiment oppression systémique. C'est un système d'oppression. Oui. Et puis vous parlez du Cameroun. Vous dites oui, au Cameroun, on ne peut pas montrer son homosexualité. On se fait emprisonner ou lyncher. Même dans l'histoire au Cameroun, là, ça ne parle même pas d'homosexualité. Ça parle de la différence face à la justice. Donc, en gros, c'est un coup de foudre entre deux femmes. Oui. Mais l'une est la fille de ministre et l'autre pas. Donc, même quand elles vont s'aimer, la question n'est pas... elles ont commis un crime du point de vue de la Constitution camerounaise. La question, c'est... La fille, là, elle est tranquille, en fait. Ouais. Elle est safe. Donc, ce seront toujours les mêmes qui tomberont, en fait. La justice a vraiment deux vitesses. Là-bas comme ici. Et c'est ça que je montre. Après, les thèmes en filigrane, c'est vraiment... Il y a, par exemple, la dernière nouvelle, il y a des indices qui montrent que cette personne n'est pas cisgenre, c'est-à-dire qu'elle ne se définit pas son genre par rapport à celui qu'on lui a attribué à la naissance. Mais ça ne parle pas de transsexualité, en fait. Ça parle de la dépression nerveuse après une rupture amoureuse. Alors, moi, ce que je vous propose, Augustine, on a un petit peu de temps, alors on va faire le petit portrait chinois, quelques questions. Alors, quel est votre groupe de musique préféré ou votre chanteur de musique préféré? Je suis très amoureuse de Rihanna, mais est-ce que j'écoute sa musique? Bonne question. Oui, je comprends. C'est vrai qu'elle a des belles formes, une voix, c'est vrai, c'est intéressante. Quel est votre peintre préféré? Peintre? Ou sculpteur, ou photographe? Estelle Prudent, photographe. Oui, c'est celle qui a fait la couverture de votre ouvrage, Histoire lumineuse. Et puis aussi, qui auriez-vous aimé être? Un chien. Un chien? Eh ben, il y a aussi une histoire de chien Irish, oui. Dans votre... Quelle est votre devise? Liberté, égalité, frites de plantain. Frites de plantain. Et quel est votre principal défaut? On m'appelle Dibis. Ça veut dire? C'est un adjectif sans traduction, mais ça a été créé pour moi. Oui. Elle est Dibis. Et votre ligne de conduite dans la vie? Ne pas juger. Oui. Très bien. Eh bien, passons tout de suite au coup de cœur. Votre coup de cœur, je sais que ils vont tous deviner si je dis c'est une auteure remarquable, camerounaise, qui a reçu le prix Renaudot, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Femina. Le prix Renaudot, le prix Femina. Écrivaine de talent, c'est... Léonore Amiano, oui. Marianne et le garçon noir. Oui. Il est sorti à la rentrée littéraire en 2017. Oui. Et d'ailleurs, j'attends encore ma dédicace, parce que j'étais dans la file d'attente de la dédicace et le RER allait passer, donc j'ai dû la quitter, la file d'attente. Ça montre... Elle est très timide aussi, Léonore Amiano. Ouais, j'aime beaucoup sa timidité. Et je suis... C'est sous la direction artistique de Léonore Amiano, mais ce sont plusieurs auteurs qui ont contribué à cet ouvrage pour dénoncer la façon dont la nation française ou l'institution France traite et considère les hommes noirs. Et je suis encore en plein dedans, en pleine lecture de cet ouvrage depuis un certain temps. Et la naissance de mon bébé... devez savoir, les bébés, ça occupe, hein? Oui, oui. Bien sûr, je précise aux téléspectateurs, quand on dit naissance de votre bébé, c'est ce recueil... Le bébé s'appelle 9 histoires lumineuses ou le bien et le mal. Et oui, la naissance de mon bébé m'a accaparé toute mon attention depuis, mais voilà, dans le RER, je continue, je poursuis ma lecture et ça fait écho à un ouvrage qui va, j'espère, paraître l'an prochain, de ma plume,
et qui fait suite à des interviews de femmes racisées, parce que j'interviewais les Françaises racisées et leur rapport à la nation française. Et j'ai été très surprise de voir que Amandine Gay a fait une démarche similaire en audiovisuel et c'est touchant en fait. Ouais. Voilà, donc... Mais dans la plume pour votre coup de cœur, Marianne et le garçon noir, c'est cette façon d'aborder le thème, enfin, même s'il y a eu plusieurs collaborations, enfin, ou alors c'est parce que Léonora Miano, c'est le fait qu'elle soit peut-être d'origine camerounaise, oui, c'est vrai que sa façon d'écrire vous interpelle. C'est vrai que pour la question du coup de cœur, il y a des livres que j'emporte partout avec moi, même quand je déménage. Mais j'ai remarqué que c'était écrit que par des plumes masculines. Oui. Et je tenais à citer une femme noire. Et il se trouve que c'est le livre que je lis en ce moment et que je n'ai pas lu tant de femmes noires que ça. Ni tant de femmes d'ailleurs que ça. Je fais cette démarche volontairement maintenant depuis quelques années. Et, mais là, c'est parce que c'est militant en fait. Et c'est mon combat. Ça me parle, c'est ma langue. Je suis très ravie de la découvrir à travers ça. D'abord, parce que je n'avais pas encore lu ces ouvrages avant. D'accord. Et je suis très... Enfin, j'écris des fictions, mais je ne lis exclusivement que des essais, en fait. Oui, bien sûr. Et là, je suis vraiment fascinée. Achetez-le. C'est une perle, que vous soyez... noir ou pas. En fait, c'est toujours bon à savoir. Et moi, maintenant, j'apprends ce que c'est même qu'être un homme noir, en fait, en France. Là, je sais ce que c'est qu'être une femme noire. Et waouh, c'est pas évident. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Giogustine, de nous avoir présenté votre coup de cœur, mais aussi votre bébé, comme vous l'avez dit. 9 histoires lumineuses où le bien est le mal, avec le verbe être au troisième personne du singulier, en présent. Merci beaucoup, Giogustine. Voilà. Et puis j'ai oublié de préciser que c'était chez Présence Africaine. Merci. Et puis quant à vous, mes chers complices, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur, et oui, bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.